Bienvenue si vous nous rejoignez sur iTélé à la une ce soir. Nouvelle journée de panique sur les marchés financiers. La bourse de Paris perd 5,5% à la clôture. C'est le secteur bancaire qui entraîne dans sa chute toutes les places européennes. On tentera de comprendre pourquoi dans un instant avec Jean-Marc Sylvestre. On en parle également avec un invité exceptionnel, Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle pour le Front de gauche. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et à tout de suite. Le pape est arrivé à Madrid. Benoît XVI acclamé par des centaines de milliers de jeunes catholiques réunis dans la capitale espagnole pour les Journées mondiales de la jeunesse. On sera sur place dans un instant avec notre correspondant Clément Perrouot. A tout de suite Clément. Et puis le Conseil général de Loire-Atlantique mis en cause dans l'affaire du viol de la jeune Jessica. On l'a appris aujourd'hui. Il avait été alerté une première fois sur les agissements du père de la famille d'accueil qui avait pourtant conservé son agrément. On tentera de comprendre pourquoi dans un instant avec Mickaël Chailloux qui est sur place pour iTélé. A tout de suite Mickaël. Mais on commence donc évidemment avec cette nouvelle journée noire sur les bourses européennes. Séance catastrophique à la Bourse de Paris qui termine ce soir sur une lourde chute de 5,5%. Moins 4,5% à Londres, presque moins 6% à Francfort, moins 4,7% à Madrid et moins 6,15% à Milan. Des places financières qui subissent notamment l'effondrement des valeurs bancaires. On va les découvrir, ces valeurs bancaires frappées de plein fouet et notamment, vous le voyez, les valeurs françaises. C'est la Société Générale qui chute le plus lourdement ce soir, moins 12%. Jean-Marc Sylvestre, bonsoir. Vous êtes notre consultant pour les questions économiques. Comment expliquer cette nouvelle journée noire sur les bourses ? L'activité économique, le manque de croissance et les perspectives économiques qui sont de plus en plus difficiles. Depuis 3 jours, on a des indicateurs qui nous viennent à la fois d'Allemagne, de France, c'est-à-dire d'Europe, mais également des États-Unis cet après-midi, qui nous laissent penser que non seulement le deuxième trimestre de l'année a été compliqué, difficile, où on a frôlé une croissance zéro, mais on s'avance vers un deuxième semestre qui, lui, sera compliqué également en approchant de la récession. C'est-à-dire qu'on est dans une situation économique au niveau des fondamentaux qui est presque aussi difficile que celle qu'on avait connue en 2008. En 2008, on avait la possibilité d'actionner des amortisseurs financiers, notamment par des plans de relance, des plans de soutien. Vous savez qu'il y a eu une mobilisation considérable en 2009-2010, ce qui n'a pas évité la récession, mais ça a évité les dégâts sociaux, du moins. Aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité-là, dans la mesure où les États sont surendettés à cause des premiers plans de relance et qu'ils ont beaucoup de mal à rembourser ces dettes. C'est donc une deuxième raison qui fait que les investisseurs, comme les analystes financiers, s'inquiètent des conséquences de la situation. Alors, j'en viens aux banques. Les banques sont en première ligne dans cette situation, évidemment, parce que les banques vivent au contact direct de l'activité économique. Les banques ont des ratios de liquidité à respecter, qu'à partir du moment où les actifs financiers perdent de leur valeur, ils ont de plus en plus de mal à maintenir leurs ratios. Et il y a donc des risques, non pas de pénurie, mais il y a des risques de défaillance sur la liquidité, avec les rumeurs les plus extravagantes qui peuvent courir sur la planète financière et des attaques qui sont elles-mêmes assez extravagantes sur certaines banques, dont la Société Générale, qui est sans doute l'une des plus fragiles depuis l'affaire Kerviel. Jean-Luc Mélenchon, président du Front de gauche, candidat à l'élection présidentielle, votre réaction à cette situation ? Je souscris totalement au diagnostic de Jean-Marc Sylvestre. Voilà. Il y a une situation qui a été créée, qui n'est pas le problème de la dette publique, contrairement à ce qui se raconte, mais qui est en général le fonctionnement d'une économie qui s'est entièrement construite sur de la dette et du crédit. Mais je laisse de côté les explications. Comme vous l'avez dit, il y avait un recours qu'on avait déjà utilisé en 89, on était revenu à plusieurs occasions. Chaque fois qu'il y avait un crash quelque part, on injectait, je parle de 89, des masses d'argent pour rétablir l'équilibre et puis amortir le choc. Cette fois-ci, tout le monde, les États sont tellement endettés, leur parole n'est plus crue et le système devient fou. Là, aujourd'hui, vous avez des résultats de bourse. Vous n'êtes pas capable de dire sur ces résultats lesquels sont des décisions humaines et lesquels sont le résultat de décisions des machines qui cotent en continu à la nanoseconde sur la place de Londres où nous avons déplacé les ordinateurs français pour que ça aille plus vite. Donc je ne sais pas si on suit ce que je suis en train de dire, mais nous ne sommes même pas sûrs que ce que nous avons sous les yeux résulte de décisions humaines. Bien. Dans ces conditions, il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut éteindre l'incendie. Je le redis pour la 10e fois ou la 1000e fois. On éteint l'incendie de 2 manières. La Banque Centrale Européenne doit pouvoir prêter directement aux États au taux auquel elle fait à la banque, parce qu'elle a un pouvoir illimité de le faire et elle tuera l'incendie. Premièrement. Deuxièmement, il faut remplir les caisses des États en taxant la valeur là où elle se trouve.
Je donne là, nous avons cité tout à l'heure Natixis. Monsieur Artus, qui est l'analyse de cette banque, a établi que si l'on taxait les revenus du capital, pas le capital, les revenus du capital comme ceux du travail, on tirerait 100 milliards d'euros. Or, le poids de la dette tous les ans pour la France, c'est 50 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on aurait 2 fois la somme. Je finis en vous disant une chose. Je suis contre cette politique d'affolement public qui, en faisant peur, conduit les gouvernements à faire des contractions de l'économie. Monsieur Sylvestre, vous l'avez dit il y a un instant. Au moment même où l'économie se contracte, que va-t-on faire? Encore des politiques d'austérité, encore de la contraction. La dette n'est pas insupportable. Ce qui est insupportable, c'est l'austérité. Je n'ai jamais vu... Écoutez, je peux prendre... Monsieur Mélenchon, pardon, je vous en prie pour ne pas parler tout seul, bien sûr. À partir du moment où vous pensez que la seule solution, c'est de réinjecter de la monnaie, vous ne pouvez aujourd'hui ne réinjecter que de la fausse monnaie. C'est-à-dire de faire de l'inflation. Et en faisant de l'inflation, monsieur Mélenchon, oui, vous ruinez les épargnants et les rentiers. Ah mais, oui, attendez. Mais l'inflation amortit la dévalorisation des actifs. Bah oui. Vous avez le choix. Soit demain, vous avez un crack, vous n'avez plus en sous nulle part et les banques s'écroulent, ou bien vous avez de l'inflation et petit à petit, les actifs se dévalorisent et donc vous avez le temps de respirer, de prendre vos propres dispositions. C'est ce qu'on a fait pendant des années et des années. Non, mais là, on ne le fait plus depuis combien d'années? On ne peut plus. Ah ben c'est une politique d'austérité qui débouche sur ce résultat. Mais je ne suis pas en train de recommander de faire de l'inflation. Je dis qu'il faut arrêter le mythe, le culte du soi-disant équilibre des comptes qui n'a aucun sens s'agissant des puissances publiques. J'ajoute que je trouve absurde la manière de compter, je demande qu'on m'écoute. On dit la France est endettée 87% de son PIB. Le PIB, c'est la richesse produite chaque année. La dette, c'est le total de ce que nous devons. Donc nous comparons ce que nous devons au total avec ce que nous produisons sur une année. Mais vous, monsieur Sylvestre, vous, madame, on ne rapporte pas à votre revenu d'une année le total de vos dettes pour acheter votre appartement ou votre voiture. Donc si vous rapportez la dette française au nombre d'années qu'il faut pour la payer, les titres de dette étant de 7 ans en France, il faut donc rapporter à 7 ans. En 7 ans, la France produit 14 000 milliards, ce qui signifie que la dette de la France est de 12%. Voilà. Et c'est la seule chose que nous avons à discuter, c'est les 50 milliards qui manquent dans les caisses. Vous venez de démontrer, M. Mélenchon, la raison pour laquelle la France garde son triple A par les agences de notation et qu'elle est très bien notée. Mais attendez, ajoutons à ça d'ailleurs qu'il y a une épargne intérieure très importante, contrairement aux Américains qui n'en ont pas. Alors expliquez-moi pourquoi, s'il y a une épargne intérieure aussi importante, les Français n'achètent pas les titres de la dette de leur propre patrie. Ce qui change. Pourquoi? Ils en achètent un peu. Pas du tout. 70% vient de l'étranger. Pourquoi? Parce que les banques spéculent avec. Sur les marchés internationaux, les fonds de pension et autres préfèrent. L'épargne française est investie dans des fonds d'assurance vie. Mais en attendant, le Japon est endetté pour 200% de son PIB annuel et ils n'ont pas l'ombre du début d'un problème. Donc la solution... Allez-y, terminez votre phrase. La solution, premièrement, la Banque Centrale Européenne prête directement aux États parce qu'elle a une capacité illimitée de le faire, au taux auquel elle prête aux banques. Et l'incendie est immédiatement arrêté. Deuxièmement, on remplit les caisses de l'État, on ne fait pas de politique d'austérité et on fait une imposition qui taxe les revenus du capital comme ceux du travail. Je dis bien les revenus, égale 100 milliards tout de suite dans la caisse. Que l'on m'objecte à ce raisonnement quelque chose et je prendrai l'objection avec soin. Alors justement, le gouvernement étudie plusieurs pistes, notamment celle de taxer les plus riches, dont certains d'entre eux se sont eux-mêmes exprimés dans les médias pour dire qu'ils voulaient payer plus d'impôts. Ça a commencé aux États-Unis, Warren Buffett, et puis le message est en train d'arriver en France, avec notamment des sorties de Maurice Lévy ou de Pierre Berger. On voit ça avec Laure de Matos et on en parle après. L'idée a germé en Amérique et vient tout juste de traverser l'Atlantique. En cette période de crise, le multimilliardaire Warren Buffett réclame plus d'impôts pour les ultra-riches comme lui. Le grand patron français Maurice Lévy lui a emboîté le pas hier dans une tribune publiée dans Le Monde. Il me paraît indispensable que l'effort de solidarité passe d'abord par ceux que le sort a préservés. Oui, une contribution des plus riches s'impose. Ils ne sont qu'une poignée, comme le patron de Publicis a réclamé de payer plus d'impôts. Pierre Berger, fortune estimée à 120 millions d'euros, est pour. Geoffroy Roux de Bézieux aussi. Même si le PDG de Virgin Mobile estime qu'il serait illusoire de croire que de nouvelles taxes pour les plus fortunés combleraient un déficit français de 1 600 milliards d'euros. C'est plus une portée symbolique, c'est de dire que tout le monde contribue et que ceux qui sont plus riches contribuent un peu plus que les autres. C'est une mesure qui permet, j'allais dire, de faire accepter d'une manière démocratique l'ensemble des efforts qu'on va demander aux 62 millions de Français. Les super riches en France, ce sont 5 800 contribuables qui gagnent en moyenne 1,3 million d'euros par an.
soit 0,01% de la population française. Et paradoxalement, ces très riches paient proportionnellement moins d'impôts que les classes moyennes. Valérie Pécresse a assuré que le gouvernement réfléchissait à une taxe sur ces revenus qu'elle qualifie d'extravagants. Une taxe sur les plus riches, c'est pas vous qui allez vous élever contre une telle mesure? Non, surtout que je la défends depuis un bon moment. Je pense qu'en effet, ceux qui ont le plus doivent contribuer quand le pays en a besoin. J'attire votre attention sur le fait que c'est le rôle de l'État, parce que cet argent viendrait à l'État, est le premier investisseur de ce pays. C'est l'État et les collectivités locales. Donc si l'État est pauvre et pratique une politique d'austérité, l'argent va circuler encore moins et l'activité va s'étouffer. Donc il y a des gens, je veux dire, ils sont riches mais intelligents, ils comprennent qu'il faut mettre la main à la poche. Maintenant, on ne demande pas l'aumône. Chez nous, il y a un moyen de taxer les riches, comme tout le monde, ça s'appelle l'impôt. Je trouve déplorable qu'on ait abaissé la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu au cours des années qui viennent de s'écouler, de 50 à 42. Je rappelle que sous Roosevelt, qui, comme vous le savez, était un bolchevique échevelé, c'était 90%. La dernière tranche. Et nous, en France, nous avions aussi une tranche à plus de 80%. Donc moi, je propose qu'il y ait une dernière tranche à 90% et une à 100%. Vous connaissez ma position. Au-delà de 360 000 euros de revenus, je ne dis pas de capital, de revenus, on prend tout. Et vous verrez que petit à petit, vous viendrez à cette idée. Il y a encore quelques mois, quand je disais il faut faire payer les riches, on me regardait avec un sourire condescendant en disant « Ah, ce brave Mélenchon, il est bien sympathique, mais il est tellement archaïque. » Et maintenant, vous y venez tous. Mais c'est normal. Pour quelle raison? Il faut bien prendre l'argent là où il y en a. Ceci dit, ça ne suffira pas. Ah ben non, au taux qu'ils ont prévu, ça ne suffira pas. Je vous ai dit, la réponse, elle est simple. On taxe les revenus du capital comme ceux du travail, égale 100 milliards. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le chiffre, allez voir monsieur Artus de Natixis, parce que c'est lui qui l'a donné. Moi, je peux vous faire la démonstration, mais je pense que je suis plus fort en citant un banquier dont aucun d'entre vous ne discute l'autorité. Autre sujet sur lequel je voulais vous faire réagir, Jean-Luc Mélenchon, c'est la réunion syndicale d'aujourd'hui, à laquelle ont participé notamment la CFDT et la CGT, les syndicats qui tentent de se concerter avant d'être reçus par François Fillon. Ce sera lundi prochain. On voit ça avec Yannick Ezard et Dalibor Samek. Réunion de rentrée pour les représentants syndicaux. Autour de la table, 5 syndicats, CFDT, CGT, Solidaire, FSU et UNSA. Après 3 heures de discussion, un message commun adressé directement au gouvernement. Stop au plan d'austérité. D'autres mesures urgentes sont indispensables. Emploi, protection sociale, cohésion sociale, réduction des inégalités. Et c'est ça qu'il faut faire peser aujourd'hui face aux décisions que prendrait le gouvernement. Des décisions contre la crise et l'endettement que le gouvernement doit dévoiler le 24 août. Les syndicats comptent donc peser d'ici là pour que ces mesures répondent aux inquiétudes des salariés. S'ils jugent que ce n'est pas le cas, ils envisageront un appel à la mobilisation, comme le réclame la CGT. Nous souhaitons, nous, aller à l'appel à une journée d'action dans la rentrée, fin septembre, début octobre, et nous souhaitons d'ailleurs l'élargir à l'ensemble des organisations syndicales. Un message de fermeté que les syndicats répéteront devant François Fillon. Le Premier ministre les recevra lundi prochain à Matignon. Jean-Luc Mélenchon, un dernier mot là-dessus? Oui, je me suis exprimé dans le journal Humanité dimanche pour dire que moi j'attendais beaucoup. Là, de cette réunion des syndicats, c'est un appel. Nous avons besoin, nous, la gauche, du mouvement social. C'est eux. On ne va pas attendre 2012. Donc c'est eux qui ont l'essentiel en main. Et je dis que nous sommes prêts à nous mettre en quelque sorte aux ordres. Nous suivrons les consignes qui nous sont données. Là, les syndicats viennent de dire on veut parler. Il y a intérêt à parler. Je le dis au gouvernement. Il y a intérêt à discuter. Et pas essayer de passer en force pour la 10e fois. Mais s'ils ne le font pas, vous verrez, si le gouvernement ne négocie pas, je pense que les syndicats nous appelleront au combat et vous aurez un grand combat. Les Français ne vont pas se laisser dépouiller comme des Grecs. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été notre invité ce soir sur iTélé. Dans le reste de l'actualité, ce temps fort